Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à Mayotte, à La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Madame Béatrice Belley. Madame Béatrice Belley est députée de la Martinique, elle est première secrétaire de la Fédération socialiste de la Martinique. Comment allez-vous, madame? Eh bien, je vais très bien. Bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs. Et très bonjour bien à vous, monsieur Labouché. Je vous remercie. Vous êtes bien aimable. Madame Belley, vous habitez où? Fort-de-France. D'accord. Dans quel quartier? Croix de Bellevue. D'accord. Vous avez des voisins? Oui. Est-ce que vos voisins sont vos meilleurs amis? Malheureusement, non. Mais des amis quand même. Des amis des quand gens même. Sur lesquels je peux compter. D'accord, mais pas vos meilleurs amis. Non. Voilà, okay. Donc on peut être voisin sans être amis, oui, en fait. C'est vrai. D'accord. Et on peut être aussi des bons voisins, d'ailleurs. D'accord. Mais on peut être voisin sans être amis. Tout à fait. Pourquoi voulez-vous absolument qu'on aille avec nos voisins de la Caraïbe, alors? Pourquoi? Pourquoi vous voulez absolument qu'on s'introduise dans la Caraïbe? Parce que c'est là qu'on habite, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que j'ai dit malheureusement. Vous m'avez entendu bien dire malheureusement, parce que je pense que voisin, on a un dicton chez nous, voisin c'est famille. Ceux sur lesquels on peut le plus compter finalement et avec lesquels naturellement on a vocation à vivre, c'est ceux qui nous environnent. Et donc il faut que les relations existent et il faut qu'elles soient bonnes. Mais elles peuvent ne pas exister aussi. Moi j'ai des voisins à qui je ne parle pas. Ah oui, mais ça c'est vous, mais vous connaissez votre caractère. Attendez, non, il y a un tas de gens comme ça qui ont des voisins, bien sûr. Ils passent, bonjour, bonsoir. Oui, et puis il n'y a qu'à attraper, il sait. Voilà. Il y en a qui attrapent des ulcères. Non, mais voilà. Sans attraper des ulcères, je peux très bien avoir un voisin avec qui je dis bonjour et tout, mais avec qui je n'ai pas de rapport particulier, quoi, je veux dire. Mes voisins, c'est famille. Il vaut mieux avoir des bons rapports. On ne demande pas de les inviter à manger le lambi grillé que vous faites visiblement si bien, mais on peut aussi entretenir des relations un peu plus que cordiales avec les gens qui nous environnent. C'est plutôt sain, d'ailleurs. Très bien. Nous sommes accrochés statutairement, politiquement, à tous les points de vue, avec une des régions les plus riches du monde, puisque c'est l'Europe. Nous avons le choix entre faire en sorte que nous soyons le mieux possible accrochés à l'Europe, ou au contraire aller vers nos voisins de la Caraïbe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous mettez un paradoxe qui n'existe pas. On peut très bien avoir des très bonnes relations avec l'Europe, mais entretenir aussi des très bonnes relations avec la Caraïbe. Et nous avons d'ailleurs tout intérêt à le faire pour développer notamment notre industrie, nos commerces, nos services dont on sait qu'ils peuvent être de grande qualité et que donc ils sont commercialisables au-delà des frontières martiniquaises. Très bien. Nos voisins sont des gens qui n'ont pas de niveau de vie, puisque le niveau de vie est beaucoup inférieur au nôtre, c'est-à-dire qu'ils auront du mal à acheter ce que nous produisons, parce que par définition nous produisons cher. Ils peuvent faire en sorte que notre économie ait des problèmes. Par exemple, le kilo d'igname que va proposer une Martiniquaise à 3 €, et bien la Dominicaine pourra venir le proposer à 1 €, et donc ça posera des problèmes à nous-mêmes, à notre économie. Ensuite, donc, ils ne pourront pas acheter ce que nous faisons. Ensuite, c'est une des zones les plus criminogènes du monde. C'est une des zones les plus criminogènes du monde. Quel intérêt nous avons à aller là? Déjà, vous avez encore une fois posé un postulat qui n'est que le vôtre. Lorsque vous commencez à commercer, vous créez les conditions et les conversations avec les pays, les négociations qu'il faut pour trouver ce qui va s'apparenter à un deal équilibré. Bon, si en effet il y a un territoire qui vend de façon des produits qui de façon environnementale ne sont pas aussi bons et ne sont pas d'aussi bonne qualité que les vôtres, dont deux en termes de prix peuvent être largement inférieurs aux vôtres, peut-être que ce produit-là vous le taxerez à l'entrée, c'est ce à quoi servent les droits de douane, vous le taxerez à l'entrée et pour qu'il ne rentre pas, vous pouvez aussi faire en sorte qu'il ne rentre pas.
pas et interdire son entrée parce qu'il ne correspond pas aux normes environnementales que vous avez fixées. Bon, donc le commerce n'est pas obligatoirement la libre circulation de tous les biens et de toutes les matières. C'est réglementé et c'est vous qui fixez. Et donc il faut apprendre à fixer. D'accord. Mais a priori, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident, c'est toujours des accords. Vous avez vu au niveau international ce qui s'est passé, notamment avec le président américain, qui a commencé par des 300% de droits de douane, des 200%, des 100%, enfin, avec une frénésie, parce que les droits de douane sont une arme pour les pays, pour protéger leur production, mais aussi pour négocier, finalement, les échanges qui peuvent être ceux avec d'autres pays qui les environnent ou pas. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique ? De nous et l'Afrique, comment nous devons fonctionner avec l'Afrique? Le lien n'a pas été fait, mais je pense qu'il y a aussi là des voies de commerce qui peuvent être mises en place. Et puis il n'y a pas seulement le commerce, il y a aussi les échanges artistiques, échanges culturels. Nous n'avons pas vocation qu'à importer des choses que l'on mange. On peut aussi importer des matériaux, on peut aussi importer de la culture, on peut importer de l'art. Donc je crois qu'il faut s'ouvrir. Et puis nous n'avons pas une cape d'invisibilité, nous n'avons pas d'intérêt à nous fermer au monde. Et dans le monde, il y a un territoire qui est le plus grand continent émergé de cette planète, qui est le continent africain. Il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas également des relations avec ce continent. Et d'ailleurs, j'ai quand même l'impression qu'elles ont tendance à s'améliorer ou à se densifier. Très bien. Monsieur Logossa. Monsieur Logossa est un professeur des universités, ce n'est pas un maître de conférence, hein. C'est un professeur des universités. Il est économiste de formation. Il est en outre spécialiste de l'histoire ancienne, de l'anthropologie et de la sociologie des sociétés négro-africaines. Le plus un africain, enfin il a physique d'africain. La rationalité des agents ainsi que le fondement spirituel de leurs actes constituent le cœur de ses réflexions, les Africains. Voici ce qu'il écrit. Il a fait un gros bouquin qui a 747 pages, c'est un très gros livre. Et voici ce qu'il écrit à la page 746. Émanation de la société nouvelle négrière des 18e, 19e siècles, les sociétés négro-africaines contemporaines ont hérité de la folie collective caractérisant leurs génitrices et sont de ce fait des sociétés profondément malades. Leur remise en état est une tâche d'ampleur que très peu, sinon aucune, d'entre elles ont osé engager à ce jour. Les sociétés africaines sont des sociétés profondément malades. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Je n'ai pas tout le bouquin, donc je n'ai pas obligatoirement non plus ce qu'il a introduit pour arriver, en tout cas, à cette 700 et quelques millième page. Ça vous étonne, en tout cas? Non, ça ne m'étonne pas, parce que il y a dans le fonctionnement, que l'on pourra appeler un fonctionnement démocratique, évidemment, une histoire qui nous montre les difficultés à équilibrer les rapports, finalement, notamment de gouvernance, dans un certain nombre de pays africains. Et donc, par extension, sur le continent africain, quelque part dans sa globalité. Et on voit dans d'autres endroits aussi cette difficulté à accueillir le rapport démocratique, la justice sociale, la justice environnementale, comme étant des fondamentaux, finalement, d'un humanisme et presque d'une envie de produire des sociétés bienveillantes, attentives et quelque part des sociétés productives dans tous les sens du terme. Donc oui, il y a une maladie qui a été aussi un virus en partie importé. La colonisation a été un fait aussi de cette maladie, il faut le dire, dans le rapport à la violence et le rapport à soi-même. J'ai souvent coutume de dire que, au-delà de ce que nous devons faire nous-mêmes pour nous respecter et vivre mieux, il y a ce regard du monde sur, en général, l'afrodescendant, qui est un poids pour tous les afrodescendants du monde.
Et tant que ce continent ne sera pas quelque part guéri, et je pense qu'il est en voie de guérison, ce sont des cycles, eh bien les difficultés seront encore importantes dans nos sociétés pour aller vers cette guérison collective. D'accord. Vous avez raison, mais c'est pas Monsieur Le Gossin explique dans ce livre que ce sont les pays occidentaux qui ont ramené l'esclavage, qui ont inventé l'esclavage en Afrique, et que c'est à cause de ça que l'Afrique est dans le... C'est ce que j'ai dit, j'ai parlé de la colonisation. Oui, mais c'était bien avant, c'était l'esclavage carrément. Oui, la colonisation et l'esclavage, oui, pardon. Oui, c'est vraiment l'esclavage, quoi. Oui. Mais nous, Martiniquais, nous sommes métis, c'est-à-dire que nous sommes issus de continents, l'Afrique et l'Europe. Est-ce que nous avons l'obligation, est-ce qu'il nous faut faire un choix? Est-ce que nous sommes à un moment de notre histoire et il nous faut faire un choix entre l'un et l'autre? Non, et je suis plutôt de ce côté-là une disciple de Glissant ou de Deleuze dans l'approche sociologique qui doit être, en tout cas qui pourrait être la nôtre. C'est le concept de rhizome. Nous avons trop de racines pour ne nous en revendiquer que d'une. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui fait parfois que les personnes ont dit que nous continuons à nous chercher. C'est-à-dire qu'au lieu finalement d'affirmer cette histoire, cette existence profondément caribéenne, martiniquaise, parce qu'il y a un peuple martiniquais avec une histoire martiniquaise qui lui est propre. Nous cherchons partout des histoires auxquelles nous rattacher sans pouvoir tenir 5 cordes en même temps. Et ça, c'est très compliqué. Or, en fait, notre besoin, c'est de construire le récit martiniquais, la tradition martiniquaise, cette appartenance et ce goût à l'être. Et le fait que je fréquente à l'Assemblée nationale, par ailleurs, quelques députés, de tout partis confondus, de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie, plutôt ce qu'on appelle les Océaniens, ils sont Océaniens avant d'être quoi que ce soit. Mais c'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin et ils sont dans leur tradition. Nous avons du mal à construire cette tradition. À quoi nous sommes attachés? Est-ce que nous sommes attachés à la terre? Est-ce que nous sommes attachés au passage de flambeau, à la transmission, à la préservation du tissu familial, à la préservation des relations aussi intrafamiliales, amicales? Il y a un certain nombre de codes que nous n'avons pas encore figé ou constitué et qui fait qu'on court beaucoup de chemin et qui donne cette impression finalement que nous sommes un peu perdus et que nous nous cherchons encore. Moi, je crois qu'il est temps que le peuple martiniquais ait son récit, le récit martiniquais et sa tradition l'inscrivent comme étant le socle finalement social, culturel, historique dont il pourra se revendiquer. Et ce socle finalement est fait de plein de choses avec des coutumes évidemment qui sont des héritages africains, comme des coutumes qui sont des héritages indiens ou français, au plus large par ailleurs européen. Asiatique, nous avons eu cette chance, et parce que c'est une chance, d'avoir été au carrefour de quasiment tous les continents. Nous devons faire une richesse. Nous avons une culture. Oui. D'accord. Les Basques ont aussi une culture. Les Bretons ont une culture. Ça ne les empêche pas d'être français, de participer de la mondialisation. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à un bloc, un gros bloc, c'est la France, qui elle-même appartient à l'Europe. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas choisir cette mondialisation d'appartenir à un bloc? Nous avons la chance d'être déjà dans un bloc. Pourquoi ne pas, voilà, nous sommes européens, terminé, quoi. L'un n'empêche pas l'autre, vous l'avez dit vous-même, le basque ne se dit pas européen à la place de basque. Non, mais d'accord, mais le fait d'être dans un bloc, nous sommes dans le bloc français, personne ne renie ça, ça n'a pas été cassé. Nous sommes aussi dans l'espace européen et pour l'instant, ça n'a pas été cassé, donc c'est une réalité.
que certains ou d'autres l'aiment, l'apprécient, le contestent ou veuillent en sortir, c'est autre chose. Mais pour l'instant, nous sommes de nationalité française et appartenons ou sommes dans un espace dit européen. D'accord. La France a exercé sa puissance, son autorité sur beaucoup de pays dans le monde. Est-ce qu'au moment où elle a dû cesser cette colonisation, en gros, est-ce que ça a été facile? C'est pas pour qui. Les changements ont tous leur pendant de difficultés. Le changement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Je ne sais pas pour qui la question se pose. Ça a été facile. Pourquoi? Pour qui? Sous quel angle? C'est ça. Précisez votre question, parce que sinon on va y passer beaucoup de temps. En tout cas, un temps que nous n'avons peut-être pas. L'Indochine a été colonisée, et puis la colonisation a cessé. Ça n'a pas été facile. Ça a été après une guerre, la guerre d'Indochine. Okay. L'Algérie, pareil. Ça a été après la guerre d'Algérie. Donc ça n'a pas toujours été facile. Ça même... Avec les pays africains, ça a été un petit peu plus facile et un petit peu différent. Parce que là, vous êtes en train, je vous ai vu, dans le Congrès, avec d'autres élus martiniquais, réclamer l'autonomie. C'est-à-dire que nous prenons quelque part nos distances avec le gouvernement français. Qu'on le veuille ou non, c'est ça l'autonomie. Non. Ah. Il n'y a pas l'autonomie. C'est bien ce qu'il faut que les Martiniquaises et les Martiniquais comprennent. Il n'y a pas l'autonomie. Il n'y a pas une autonomie compacte avec des contours que tout le monde connaît et on fait un choix et puis on reste dedans et tout le monde qui choisira, fera ce choix-là aura le même cadre. Il y a des autonomies. Des autonomies d'ailleurs portées aujourd'hui par même les présidents de régions de France, dont la première, Carole Delga, a fait état il y a encore pas longtemps, et en fait état depuis quasiment 3 ans. On a fait état au dernier congrès des présidents de régions de France pour solliciter de l'État, et d'ailleurs le Premier ministre, l'avant-dernier Premier ministre, on ne sait plus les compter, mais l'avant-dernier, je crois, Premier ministre, avait annoncé un nouveau bloc de décentralisation, une nouvelle vague de décentralisation, parce que c'est une demande des régions. Nous, ce que nous disons, et moi je vous le dis avec beaucoup de sincérité, et ça a été presque aussi, pas une surprise, mais un constat qui parfois peut être amer. La France, lorsqu'elle légifère, et donc les députés ou les sénateurs, lorsqu'ils légifèrent, n'ont absolument pas, quasiment de façon systématique, même ceux de gauche, qui sont les mieux élus en général, même au niveau des présidentielles, ne pensent pas, quand elles légifèrent, pays des océans. Pratiquement jamais. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un pour dire « Oh, mais là, vous êtes en train de parler de quelque chose qui ne va pas nous concerner », il est très compliqué. Et d'ailleurs, on le voit à la fin des lois, ça a été dit pendant le congrès. Après, on nous dit « Ah ben non, mais pour l'outre-mer, il y a la dernière petite phrase. L'outre-mer sera géré par voie d'ordonnance, donc bon, on adaptera éventuellement. » Mais on doit faire aussi, dans ces cas-là, puisqu'on appartient à cet espace, on doit faire partie de la discussion collective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on prend pour la majorité et puis on verra après pour vous, parce qu'on a besoin d'exposer nos réalités aussi au sein des hémicycles, au sein du Parlement, qui est l'instance représentative du peuple en France. Et je vois la difficulté que nous avons rencontrée, que j'ai rencontrée lorsque j'ai pris mon mandat, tout de suite tomber dans le bain de l'étude du budget, enfin ce qu'on appelle le projet de loi de finances, donc le budget général, et puis le projet de loi de finances de la sécurité sociale, PLF, PLFSS. Tout de suite on est tombé dans le bain et tout de suite vous vous rendez compte de la masse de choses qu'il faudrait amender pour que sur certaines questions ça puisse correspondre aux réalités, par exemple martiniquaises. Et aux choix et aux orientations qui pourraient être les nôtres. Et là, vous êtes obligé de batailler pour imposer quelque chose et dire mais voilà ma réalité, elle n'est pas prise en compte dans le bloc global que vous êtes en train de soumettre. Et là, on vous présente un amendement, lorsque vous avez le temps, la possibilité de bien le rédiger, vous présentez, vous le défendez,
Et puis, vous attendez de voir s'il y a la majorité dessus. Et pour que votre amendement passe, il faut que la majorité des présents dans l'hémicycle puisse le voter. Bon, quand vous avez la chance qu'il soit voté. Vous devez espérer qu'un 49.3 ne l'emporte pas, donc un article 49.3 posé par le Premier ministre, c'est-à-dire qu'il ne retient que ce dont il a envie dans le budget. Vous espérez qu'un 49.3 ne va pas venir balayer tous les efforts que vous avez faits pour trouver la bonne solution réglementaire, et puis tous les efforts aussi auxquels vous avez consenti pour l'équilibre de l'amendement et pour qu'il soit voté à la majorité. Et quand vous avez la chance que le 49.3 ne soit pas utilisé, tout le projet avec votre amendement ou vos amendements, pour ce qui me concerne, j'en ai fait plus de 80 sur le projet de loi de finances de l'année dernière, j'en ai co-signé plus de 1200. Ça a demandé beaucoup de travail et beaucoup de nuits blanches. Eh bien, tout ça a été balayé par le 49.3. Et donc je reviens, quand on a la chance qu'il n'y ait pas un 49.3, il faut encore que le projet de loi de finances passe les fourches codines aussi du Sénat. Et là, vous essayez d'entretenir évidemment des bons rapports avec les sénateurs de votre groupe pour que certaines personnes acceptent de défendre votre amendement, puissent être présents lorsqu'il va passer, ce qui peut être incertain comme heure, comme date, comme jour. Et là, vous espérez qu'aussi au Sénat, il y aura une majorité. Et puis une fois que c'est passé au Sénat et que vous avez eu la chance éventuelle que ça passe au Sénat, mais malheureusement que d'autres n'ont pas eu autant de chance et que le Sénat a fait des révisions sur ce qui avait été proposé par l'Assemblée nationale, vous avez encore une commission mixte parlementaire avec des parlementaires, des sénateurs qui discutent et qui refont les dernières corrections. Voilà. Et donc quand ça, c'est sur des choses déterminantes, criantes pour votre territoire et que ça prend tout ça de chemin pour des choses déterminantes. C'est comme ça pour toute la France. Oui, sauf que vous avez sur des choses déterminantes pour la France hexagonale, vous avez par exemple dans cette fameuse commission quasiment 99% de personnes qui parlent que de la France et pas obligatoirement des pays des océans dits d'outre-mer. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est particulier. C'est pour ça que je vous dis, ils ne pensent pas nos réalités. Voilà, ils ne les pensent pas, ils ne les imaginent pas, ils ne les connaissent pas. Et il y a des matières sur lesquelles nous gagnerions à légiférer, être en condition de légiférer pour nous-mêmes. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, quand on légifère, que ça ne peut pas passer par un circuit aussi, parfois, de validation, notamment constitutionnelle et tout ça. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que c'est notre vision qui est posée, qui permet de poser le socle de la réalité. Et pas des fantasmes qui peuvent parfois être d'ailleurs ceux de quelques 560, allez 540, puisqu'on est une vingtaine de députés issus des pays des océans, pas des fantasmes issus de leur esprit et non de leur connaissance de nos territoires. Donc nous gagnerions à pouvoir porter notre propre législation sans avoir... Et d'ailleurs, ça peut même être sans avoir... C'est pour ça que je dis qu'il y a plein d'autonomie. Ça pourrait même être sans avoir à la rédiger, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des motions, on dit voilà, c'est ce cadre-là qui nous conviendra le mieux, il respecte le cadre général républicain et on le soumet limite pour dont acte. Voilà, dont acte de la République à partir du moment où il respecte le cadre institutionnel, constitutionnel, de séparation des pouvoirs. Vous voulez faire des lois en Martinique? Je pense qu'il faut, oui, qu'on arrive à... Vous avez un vrai pouvoir législatif. Oui, mais on en a déjà un tout petit. Oui, mais je pense qu'on gagnerait, oui, à véritablement pouvoir faire des lois. Oui. D'accord. Mais justement, lorsque la France, je vous le disais tout à l'heure, a laissé ses colonies, ça s'est très mal passé, même pour l'Afrique. Il n'y a pas eu de guerre, mais elle n'a accepté de laisser l'Afrique qu'à condition d'installer la France-Afrique. Okay. C'est-à-dire que la France a beaucoup de mal à laisser son pouvoir sur ses colonies, quoi.
Pourquoi vous pensez que ça ne sera pas la même chose pour la Martinique? Parce que ce que vous lui demandez... Parce que l'histoire n'est pas un fait statique. Ce que vous lui demandez, c'est de pouvoir faire des lois, mais c'est eux qui payent, c'est eux qui continuent de payer. C'est comment ça, c'est eux qui payent? Mais on est dans la République, il faut qu'on arrête de faire croire que nous sommes là des enfants à qui on donne de l'argent de poche pour qu'ils puissent s'amuser, ça suffit. Je crois qu'il faut qu'on s'aime déjà un peu plus, qu'on parle de nous un peu mieux et qu'on génère un peu plus d'espoir. Il y a plein de talents issus de nos territoires, plein. Il y a une multitude de talents à l'intérieur de nos territoires. Et il y a des personnes qui pensent ce territoire avec lesquelles parfois je ne suis pas d'accord, mais qui ont leur vision et qui ont des visions qui peuvent s'entendre et qui peuvent parfaitement être défendues, en tout cas par ceux qui les portent. Moi, vous savez, pendant 25 ans, j'ai été dans les collectivités locales. Et j'ai vu arriver ces fameuses assistances à maîtrise d'ouvrage. On prend une AMO, tout le monde c'est AMO. Bon, ok, on voit arriver des planificateurs, des aménageurs, des juristes et tout ça. Et puis, il y a traité, ils ont des grands grecs, ils ont payé combien l'argent. Mais à plusieurs reprises, j'ai eu à rappeler, parce que j'ai contredit, et légitimement, avec des preuves, j'ai contredit des données ou des conclusions qui étaient sorties par ces fameuses AMO. Pourquoi? Parce que nous faisons même dans l'école. On a la même base éducative. On ne va pas venir nous raconter à 8000 km que sous prétexte que la personne habite le territoire continental, elle est plus brillante en droit, en économie, en aménagement et tout ça. Il y a des spécialistes, mais nous en avons aussi. Voilà. Et donc, nous n'avons pas sur ça de leçons à recevoir. Très clairement, et je vous le dis, dans cette année qui est passée, moi j'ai eu le droit à des administrateurs, notamment quand j'ai préparé la loi Vichère, qui étaient très satisfaits du travail que l'on pouvait faire ensemble et qui étaient presque étonnés de la qualité de la toute petite équipe que j'avais, comme de l'équipe d'un certain nombre de députés qui ont travaillé à faire des amendements sur cette loi. Donc nous ne devons pas craindre de faire nous-mêmes, de penser nous-mêmes, et puis si on fait des erreurs, ne vous inquiétez pas. Cette grande République bienveillante saura nous le dire, et ben nous corrigerons. Voilà. Mais je crois que surtout, l'histoire n'est pas un fait statique, et c'est pas parce qu'il y a des décennies et des décennies, les choses se sont mal passées. Je crois qu'on a aussi tiré quelques leçons finalement du passé. Peut-être que nous ne les avons pas suffisamment rapidement tirées, mais nous les avons tirées. Les générations à venir les tireront également et trouveront le cap. Elles ne vont pas nous attendre d'ailleurs, ces générations, pour trouver le cap de leur épanouissement. Elles y sont même peut-être plus attachées que nous à elles sont peut-être, ces jeunes générations, plus attachées à leur liberté et à leur capacité d'agir pour elles-mêmes dans un environnement qui n'est pas un environnement fermé. Elles ont des nouvelles façons de discuter avec le monde, de se mouvoir dans le monde, et ces nouvelles générations sont porteuses d'espoir pour la Martinique, et j'espère que nous serons aussi, en tout cas pour ceux qui sont en place et ceux qui vont l'être bientôt, porteurs de cet espoir de développement de la Martinique. Vous êtes député? Oui. Donc vous rencontrez des députés, le cœur même du pouvoir en France. Pour ces gens-là, pour les Français, à ce niveau-là, nous sommes plus une chance ou un poids lourd? Bon, comme je vous ai dit, ils ne pensent pas beaucoup à nous, donc ils ne nous voient pas obligatoirement ni comme une chance ni comme un poids, comme une réalité qui existe. Mais nous avons, nous, à dire que si jamais la question se pose, nous existons, pas comme une chance. Mais enfin, la France se glorifie d'avoir une zone économique exclusive, donc une zone maritime, la deuxième plus grande du monde. Et ça, elle le doit au pays des océans.
nous avons autour de la Martinique quelques 44 000 km² de zones économiques, c'est-à-dire d'eau qui nous entoure, sur lesquelles se passent des échanges, sur lesquels la France a un mot à dire et qu'elle administre en partie. Donc la biodiversité, 80% de la biodiversité dont se revendique la France est issue et aussi d'ailleurs des pays des océans. Donc je crois en dehors, et je ne parle même pas du fait, et je fais un petit clin d'œil parce qu'il y avait une de mes publications qui avait été mal comprise ou mal interprétée par certaines personnes, et je ne parle même pas du fait culturel. Le premier groupe de musique français vient des pays des océans et il s'appelle Kassav. Vous voyez? Oui. Et aux États-Unis, on parle de Suzanne Roussy, d'Aimé Césaire, de Raphaël Confiant. Est-ce que les Français ont conscience de ça, les Français de France, si, de notre importance? Nous le leur rappelons toutes les fois où c'est nécessaire. Oui. Je reviens sur ma question. Vous allez pouvoir faire des lois, donc on va pouvoir se diriger nous-mêmes quelque part, mais qu'on le veuille ou non, c'est avec la bienveillance et les moyens de la France. Parce que le problème des Martiniquais, c'est de se dire, c'est ce qui s'est passé en février 2010, on va peut-être changer de statut, est-ce qu'on aura les mêmes avantages? C'est ça que les Martiniquais se posent aujourd'hui comme question. Oui, c'est des questions qui leur seront soumises. Et parce que vous dites, on va... Est-ce que la France acceptera ça? Le président ne s'y est pas. On a fait une réunion avec lui le 30 septembre 2025 dernier. Il admet que certains territoires engagent la discussion et la mise en place d'un dispositif de réflexion sur le rapport de ces territoires avec l'État français. Bon. Il a admis qu'un certain nombre avaient de fait évoqué le souhait de voir cette relation évoluer. Il a, et ça a été un de mes avertissements en revanche, sur lequel il faut être vigilant parce que d'autres l'ont réussi, il a énoncé l'idée qu'il faudrait être sûr de nous parce que on ne pourrait peut-être pas avoir plus de droits sans renoncer à certains, sans être plus précis que ça. Ah. Bon. Sauf que la réalité, c'est que d'autres, comme Saint-Martin et Saint-Barth, ont eu l'égalité des droits dans la différenciation. Donc ça veut dire que cette négociation avec l'État est possible. Et que c'est celle que nous devons engager. Ce n'est pas moins de droits. C'est mieux de droit. Il est possible qu'il y ait des choses. Nous, on n'a pas besoin, par exemple, des lois sur, je ne sais pas moi, les chaufferies. On a dit aux Français, on vous donne tant d'argent, les dispositifs, on vous donne tant d'argent pour isoler vos maisons, acheter des chaudières et tout ça. Bon, ça ne nous a pas concernés. Ils sont 60 millions de l'autre côté. Hein. Bon, ça ne nous a pas concernés, mais dans notre système fiscal, on participe à ces dispositifs. Eh bien, nous sommes là en droit de dire, bah, écoutez, vous aviez prévu tant de millions, ce qui correspond à tant d'euros par habitant. Notre quote-part sur ce type de politique, et nous, par exemple, nous voulons des systèmes, ça peut être pour nos systèmes de développement durable, de production électrique et tout ça, bah, nous voulons que cette part nous soit tout de même versée, mais nous disposons de cette part de telle façon. C'est ça la conversation qui peut s'engager avec l'État. Certains ont admis et ont voté ce cap que c'était une demande d'une autonomie que l'on va définir et qu'il faudra discuter avec la population martiniquaise parce que ça, c'est dans la méthodologie du Congrès, c'est pas un accessoire, c'est dans la méthodologie qui a été votée. Il y aura des discussions avec la population, avec les corps intermédiaires, parce qu'il va falloir en effet rentrer dans une discussion très claire qui doit être coûteuse. La démocratie a un coût. Il ne faudra pas fermer les yeux face à la volonté qui sera celle des Martiniquaises et des Martiniquais. Il faudra les écouter. Il faudra
créer des espaces particuliers pour la jeunesse, parce que je l'ai dit très clairement dans mon propos introductif au Congrès, toutes les gens qui étaient là, qu'arrêter moins cela n'est pour vivre que ça y est vive. Moi comprise, en l'état actuel de la science. Ce qui veut dire qu'on doit laisser une place aux générations, et même pas laisser une place, c'est faire une place aux générations qui arrivent, pour qu'elles aussi puissent discuter, parler, évoquer quelle est la Martinique de leur rêve de demain. Et c'est en fait le projet aussi, c'est cette vision partagée que l'on doit avoir, parce qu'on ne doit pas mettre en place des choses figées qui empêchent les générations futures de faire des choix qui soient différents des nôtres. Ça, c'est très important. En tout cas, c'est ce que j'ai porté pendant ce congrès, au même titre que j'ai porté l'obligation, à mon sens, résolument, pendant et le président de l'exécutif y a consenti, en tout cas pour ce qui est de la CTM, il faut faire le bilan, l'évaluation des politiques publiques de cette dernière décennie, c'est-à-dire de ces 10 dernières années qui constituent la vie de la CTM. C'est indispensable. Et je l'ai dit très franchement devant tout le monde, les présidents, les anciens représentants du groupe majoritaire de la précédente mandature, c'est sans acrimonie, animosité, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont échoué. Et il faut en faire un bilan sincère. Ah, nous avons échoué beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Donc nous ne sommes pas tellement capables de nous diriger alors. Si, mais nous avons échoué. Mais en fait, mais vous savez, le problème, en fait, il est souvent là. Et ça, c'est une vision et quelque chose que je réprouve. Déjà, on n'aime pas évaluer. C'est-à-dire qu'on part dans un truc, il y a quand même beaucoup d'orgueil dans la conduite des politiques publiques, et je pense qu'on doit faire preuve de moins d'orgueil. En tout cas, ceux qui sont aux affaires doivent faire preuve de moins d'orgueil. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. On ne peut pas dire que le transport, ça marche. Voilà. Moi, je prends des jeunes, des vieux, des personnes qui marchent tous les jours dans la rue. Tous les jours. Tous les jours, il y a un problème de bus. Tous les jours, et demain, on va dire aux jeunes qui n'apprennent pas bien, aux gens qui ne veulent pas trouver d'emploi et tout ça. Mais si on ne leur donne pas les conditions, justement, pour pouvoir vivre leur vie, on n'y arrivera pas. Et quand ça ne marche pas, il faut dire, bon, nous échouons les baïtas, il faut que nous gardions qui ça qui pas marché, qui ça qui marché, et puis parfois on reprend à zéro. C'est le cas de l'eau. Comment on fait pour admettre que dans le transport ou dans l'eau, il n'y ait pas des services minimums? On interdit à aucun Martiniquais, aucune Martiniquaise d'user de son droit de grève. Mais c'est à la force qui diligente le service de créer les conditions tout de même de continuité de service public. Bon, je n'arrive pas à comprendre comment là, sur le problème de la SOR, dans le contrat, on n'ait pas trouvé les voies et moyens, pour contraindre au dialogue social le plus rapide et conclusif, deux, pour faire en sorte que les sabotages, les blocages, les injures ne persistent pas. Ce jusque-boutisme, cet orgueil, parfois cette obstination à partir dans un cap, à ne pas faire un pas de recul, à évaluer la situation, et puis peut-être à partir dans un autre cap, cette obstination à ne pas vouloir faire ça, nous conduit véritablement dans le mur. Et c'est pour ça que j'ai dit, la CTM, ça fait 10 ans, donnons les moyens aux Martiniquaises et aux Martiniquais de comprendre pourquoi le transport ça ne marche pas, pourquoi sur l'eau, même si ce n'est pas la compétence pleine et entière de la CTM, mais pourquoi ça ne marche pas, et je pense qu'il faut quand même qu'elle intervienne dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande d'habilitation pour la création d'une autorité organisatrice unique de l'eau qui a été envoyée il y a assez récemment. Pourquoi l'eau ça marche pas? Pourquoi l'assainissement ça marche pas? Pourquoi l'enlèvement, les ordures ménagères et les filières de traitement ça marche pas? Pourquoi les subventions aux associations ça marche pas? Pourquoi les fonds européens ça marche pas? Enfin, il y a quand même quelques petites choses qui... pourquoi la protection d'enfance ne fonctionne pas comme elle doit fonctionner? Pourquoi on arrive à voler 2,5 millions des allocations de personnes âgées dans une collectivité en moins de 3 ans? Enfin, tout ça, c'est 10 millions sur du FSE. Comment 10 millions de fonds sociaux européens disparaissent de la collectivité? Tout ça,
C'est le procès CDAD, je pense, dont certains Martiniquais et Martiniquaises, certaines Martiniquaises ont entendu parler. Tout ça, on a besoin d'avoir des réponses. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Vous venez de faire la démonstration, sans que je vous ai posé de questions là-dessus. Donc, vous avez fait spontanément la démonstration que nous sommes infoutus de diriger ce pays. Pas du tout. Mais si, j'ai dit qu'on est. Mais non, attendez, je dis qu'on a fait mal. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas fait du tout. Je dis qu'on a fait mal. On a fait mal. On a fait mal. Oui, mais vous savez pourquoi? Alors, je vais vous dire ce que je pense vraiment. Je pense que ça n'a pas obligatoirement été une chance pour la Martinique qu'il y ait eu 2 présidents de région à la tête de la CTM. Non, parce qu'en fait, le plus lourd de la compétence de la CTM, c'était les compétences du Conseil général, qu'il ne connaissait pas. Donc le social. Pas seulement. Pas seulement, c'est la cohésion, oui, mais c'est l'aménagement du territoire aussi. Les routes, il y a eu des routes, des aménagements, des ponts, la rocade, ça a été fait par qui? Non, mais bon, voilà, donc, mais non, le rocade, il y a qui social? Non, les pontons, les collèges, voilà, tout ça, ça a été fait par le Conseil général. Donc il ne faut pas dire que c'est seulement du social, il y a eu de la grande ingénierie et un très haut niveau exemplaire en Martinique, notamment par exemple sur la construction antisismique, nous avons été des modèles pendant très longtemps. Et même sur ce qui à l'époque a été l'agenda 21, donc l'idée d'avoir un agenda 21 martiniquais, ça a été quelque chose de très positif finalement, d'avoir notre propre vision de la protection de notre environnement et des choses que nous pouvions faire, les politiques publiques que nous pouvions monter de ce côté-là. Et donc, cette goupille avec à la base qui était le personnel du Conseil général, le personnel de la région, les méthodes de travail, ne s'est jamais réellement faite. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez des personnes qui fonctionnent avec un mode et d'autres qui fonctionnent avec un autre mode. Et il y a eu une vision de présidents de région, mais ce n'est pas obligatoirement de leur faute, si ce n'est que peut-être qu'ils n'ont pas obligatoirement tout écouté de ce qui leur avait été dit. C'est qu'ils ont fonctionné comme s'ils étaient en train de gérer encore la région, sauf qu'ils avaient 4 fois plus de monde. D'accord. Et 4 fois plus de choses à faire, avec des responsabilités autrement plus importantes. D'accord. Imaginez qu'il y ait une structure qui soit composée du représentant de l'État, des parlementaires, députés et sénateurs, des présidents des EPCI, et dont la mission soit d'adapter les lois qui sont votées en France, de les adapter à nos réalités. Et cette structure pourrait également prendre des décrets, par exemple, sur des choses, peu importe les choses. Est-ce que ça vous paraît une solution viable? Est-ce que ça nécessite une évolution de la Constitution? C'est pas impossible que ça le nécessite, parce que ça serait de toute façon un nouveau mode de fonctionnement législatif. Hein. Donc c'est pas prévu aujourd'hui dans la Constitution qu'il y ait une espèce de commission Théodule qui... pour les départements d'outre-mer, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Est-ce qu'on peut demander sa création? Oui, tout peut être demandé. Mais la question après, va avec les moyens. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas parce que nous légiférons que tout ce que nous faisons ne peut pas être accompagné de l'expertise, notamment dans la concordance des politiques publiques, de l'expertise de personnes qui y travaillent de façon plus globale, avec, et notamment des administrateurs du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Sincèrement, je le dis, parce que des fois les gens se disent « Ah ouais, mais ou pas ouais, gadé, yo pas là ». En fait, le boulot de député ou de sénateur, c'est réellement un boulot presque 24/24. C'est-à-dire qu'en plus, on est sur 2 créneaux horaires, donc quand on est ici, il faut quand même qu'on regarde d'un œil là-bas, et quand on est là-bas, il faut qu'on garde un œil ici. Donc il y a peut-être 4 heures de battement où nous ne sommes pas... où finalement nous sommes complètement déconnectés lorsque l'on travaille à l'Assemblée nationale. C'est impossible d'être sur tous les sujets. Voilà. 4 députés, même en Martinique, pourquoi il y a des choses qui nous échappent? Quand on n'est pas là, l'analyse des lois continue.
Vous partez parce que je sais pas, le jeudi, le vendredi, vous avez une réunion importante à l'ARS en Martinique avec des entrepreneurs et tout ça. Et ben là, on ne vous attend pas. On vous attend pas pour continuer à étudier la loi. Mais c'est un cercle permanent. C'est pas seulement en hémicycle. C'est aussi en commission, vous savez, quand on vous montre les images avec ces longues tables où on est tous en rang de réunion, ça c'est les commissions. On a des commissions toutes les semaines. Donc moi, quand je suis ici, eh ben, en fait, les commissions, elles ne m'attendent pas. Le mercredi, il y a des commissions tout le temps. Ça ne s'arrête pas. Au même titre que dans l'hémicycle, quand les travaux commencent, les travaux de l'Assemblée, il y a des études de loi tout le temps. Il n'y a pas une semaine où ça s'arrête. Solliciter quelque part que sur tous les sujets, on puisse obligatoirement être hyper, comme on dit chez nous, veillatif et que ça soit un petit consortium de personnes, c'est avoir malheureusement une idée très restreinte du travail que ça demande. D'accord. Est-ce que nous sommes 350 000, 360 000 sur 1100 km²? Est-ce que ça suffit pour dire que nous devons être un pays autonome, libre, indépendant? Est-ce que ce n'est pas une vision un petit peu dépassée de la réalité du monde? On va aujourd'hui vers la mondialisation, vers les blocs. Dans la mondialisation. Vers des blocs. Est-ce que ce n'est pas un combat perdu d'avance, quoi? Les personnes qui le pensent doivent légitimement l'exposer. Moi, je pense que nous appartenons au monde. Nous sommes dans le monde et que donc nous devons nous ouvrir plus que nous fermer. Ça sera indispensable. Ça ne veut pas dire se perdre ce qui doit fonder une identité, un peuple. Nous avons une histoire, nous avons quelque part des us, des coutumes, des familles, des racines, des attachements à notre territoire. Et pourquoi moi je dis pays des océans, c'est que oui, nous sommes des pays petits en taille, mais nous sommes des pays. Parce que nos circonstances d'habitation spatiale, géographique, sont celles de pays. Qu'est-ce que je voulais que vous dise? La Martinique, elle est malgré tout, géographiquement, spatialement, isolée du reste, c'est une île. Donc elle a des préoccupations qui peuvent être celles de pays. Et donc à l'intérieur de la Martinique, c'est bien pour ça qu'à l'intérieur de la Martinique, vous retrouvez toutes les prérogatives de l'État, toutes les prérogatives des collectivités. Il n'y a pas une chose dont vous pouvez vous séparer, en fait. Et vous avez des prérogatives complémentaires qui sont des problématiques qui vont avec votre environnement, insulaire notamment. Vous avez la mer autour de vous. Tout à l'heure, vous avez parlé des problématiques de narcotrafic. Vous avez ces problématiques-là qui se posent à vous. Elles se posent au point de vue de la gestion de la sécurité, mais plus largement, elles peuvent se poser au point de vue de l'immigration clandestine. Bon. Donc, on a finalement des préoccupations qui ne sont pas celles de petites villes ou même de grandes villes. Elles sont supérieures à ça. Quand même. Ce qui s'est passé là, le Congrès, c'est véritablement un moment historique de notre histoire, de notre vie, parce que après 1848, toute la politique de nos parents et tout ça, ça a été l'assimilation, d'être au maximum français. Là, pour la première fois, toute la classe politique, sans exception pratiquement, une ou deux exceptions, enfin pratiquement tout là. Enfin, ça quittait là en tout cas. Ça quittait là. Tout le monde qui était là, était d'accord. On va changer de statut. C'est-à-dire, on laisse l'assimilation et on va vers l'autonomie. C'est un moment véritablement historique. Et donc, il faut bien savoir si c'est la bonne voie. Chaque génération doit découvrir sa mission dans une relative opacité. Le problème est de savoir... L'accomplir ou la trahir. Oui, mais je savais que vous alliez dire le reste, alors je n'ai pas pris la peine de le dire. Oui, mais vu que vous avez aménagé le truc, donc je me suis dit, je rajoute quand même un peu, parce que c'est tellement incomplet. Non, je rigole. J'aime bien vous taquiner. Non, mais j'ai dit l'essentiel. Oui. Et donc, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
encore qu'il y a le référendum avec le peuple qui va finalement décider, mais en tout cas, vous lui proposez, je ne sais pas moi, un virage à 90 degrés de ce qui s'est fait en Martinique jusqu'à aujourd'hui. Bah non, c'est pas un virage à 90 degrés. Ah bon? C'est un virage, en tout cas, mais c'est un virage dans ce que je vous ai dit, c'est la relation avec l'autre. Voilà, la relation avec l'autre doit changer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en fait, être en train, à chaque fois, des postures... Juste une seconde. Imaginez que vous décidiez d'essayer de devenir président de la République de la France. Pourquoi pas? Est-ce qu'à votre avis, vous pourriez y arriver aujourd'hui? Oui, on a eu des précédents. Oui, mais justement. On a eu par exemple une Christiane Taubira qui a été candidate. Donc rien n'est impossible. Il faut ouvrir, rien n'est impossible. Mais c'est ça le problème, c'est-à-dire que est-ce que c'est davantage rentrer en France, se faire reconnaître et faire en sorte que la France prenne en charge nos spécificités, mais se battre à l'intérieur? Il y a une différence entre les spécificités et les réalités. Et ça aussi, je l'ai introduit au cours du congrès. Les spécificités, ce sont des choses qui vous sont propres, qui ne bougeront pas. Une spécificité, par exemple, c'est le fait que nous soyons une île. Oui. Bon, le fait qu'il fasse chaud, ça c'est une spécificité. La réalité, c'est la crise démographique. Ça, c'est une réalité, mais qui peut, par des politiques publiques, être inversée. Ça prend beaucoup de temps, on est déjà très en retard, au regard, en tout cas, de ce qui est la vision générale, qui est qu'on aimerait que la Martinique ne soit pas non plus constituée que de personnes âgées. Bon, mais qu'il y ait une jeunesse qui puisse s'y installer, développer, fonder son foyer et tout ça. Bon, ça, c'est une réalité. L'autre réalité, ça peut être les services publics qui ne fonctionnent pas, mais ça peut être la topographie, par exemple, c'est une spécificité. Voilà, notre topographie, on fera ce qu'on veut, on ne changera pas notre topographie. Et puis en plus, vu qu'on n'a pas les moyens de Dubaï encore, ça ne changera pas. Donc nos réalités, nos spécificités, c'est différent. Ce dont nous avons besoin, c'est de la considération sur nos spécificités, parce que, mais ça fait quand même longtemps qu'ils connaissent nos spécificités. Elles ne sont pas se battre mais vous voyez bien qu'on ne fait que ça. Moi, en toute sincérité, on se bat comme des lions quand on va dans les ministères. Moi, je ne sais même plus combien de courriers j'ai écrits à des ministères pour des petites adaptations qui peuvent se prendre par décret. On va dans les ministères, quand on voit les ministres, comme on dit au banc, quand on est à l'Assemblée nationale, pareil, on les tapote et on leur dit, bon, au fait, mais sur ça, va falloir nous répondre. Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on pourrait penser à une adaptation? Est-ce que vous voudrez bien le porter dans une loi avec nous? Enfin, c'est une négociation permanente. Mais en fait, on en a parfois marre de négocier. C'est normal qu'on en ait marre de négocier. On ne peut pas avancer qu'à coups de petites négociations. On a l'impression là qu'à négocier pour aller dans Zouk en samedi soir, et puis papa, ou qu'à négocier devant papa et puis maman. C'est pas possible, en fait. On ne peut pas être traité d'adolescent, on connaît quand même un tant soit peu. Et rien n'empêche d'ailleurs l'État, rien n'empêchait l'État de constater parfois ce que l'on disait. Et on voit bien, par exemple, dans les propos tenus aujourd'hui par Manuel Valls, qu'il y a des choses qui avaient bien été intégrées dans la tête des dirigeants français métropolitains, qui était qu'il y avait un système de développement qui était inique et inadapté, qui était qu'on ne pouvait pas contraindre les gens non plus à vivre dans un état de pauvreté, parler d'assimilation, parler d'égalité, quand il y avait des personnes qui n'accédaient pas à cette égalité. Donc aujourd'hui on dit, bon bah écoutez, dans le cadre de la République, on va créer les conditions de l'égalité, parce que c'est possible dans le cadre de la République. On ne demande rien qui ne soit impossible. Et en plus, tout le monde a accepté, comme vous l'avez vu, de rester dans la République. Le problème, c'est de savoir si la République acceptera que nous fassions nos propres lois avec son argent. Non, arrêtez de rentrer. Laissez-moi vous dire, monsieur Laouché. C'est ça, vous la savez, réalité. moi, vous n'allez pas faire de moi un petit oisillon qui attend la béquée qu'on lui donne à bouffer. Bon, ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste, et c'est une image très dégradante. Quand un tout petit pays comme la Martinique, comme vous l'avez dit, 341 000 habitants, ça vaut pour la Corse, ça vaut pour d'autres territoires, la Guadeloupe et tout ça. Quand on importe
80% de ce que l'on consomme. Vous croyez qu'on ne crée pas de l'activité, de la richesse? Vous croyez qu'on n'est pas des opportunités? Je l'ai dit, moi, lors des tables rondes qui ont eu lieu en 2024. Il y a des fortunes exceptionnelles qui se sont créées au départ de notre pays. Exceptionnelles. Bon, qui sont tellement exceptionnelles qu'elles étaient parmi les premières 500 fortunes françaises. Bon, et ben, donc, c'est que nous payons. Vous savez bien comment elles se sont faites, hein. C'est pas véritablement... Ça veut dire qu'il y a les moyens de faire. Voilà. Donc je ne vais pas, ce n'est pas avec l'argent de la France, c'est dans la nation. Non, je ne crains pas, il faut négocier, tout se négocie. Il y a un ministre français qui a dit... Écoutez, la Polynésie le fait déjà, Saint-Martin et Saint-Barth le font déjà. Est-ce que vous les sentez en danger? Est-ce que vous avez déjà entendu un seul élu dire, mon Dieu, oh, la Polynésie, ils ont des lois pays, ils ont leur propre système de protection sociale, mais quelle horreur, ils ne sont plus dans la République. Est-ce que vous avez entendu ça? Non. Vous avez déjà entendu qu'on a parlé de Saint-Martin ou Saint-Barth en disant, c'est plus français, mais vous vous rendez compte, ils font leur loi, ils sont sous 74. Donc, a fait propre loyaux. Mais pourtant, ils ont l'égalité. Donc, il faut qu'on arrête de se voir comme des quémandeurs. Nous péfeillent. Vous n'avez pas peur de ça, quoi? Je n'ai pas peur du tout. D'accord. Il y a une ministre qui avait dit à Claude Lise, à propos de je ne sais plus quoi, c'est celui qui paye, qui dirige quand même. Hein. Vous ne vous rappelez pas ça? Oui, mais on paye, je vous le dis, je vous ai dit comment on paye. On participe, nous. D'accord. Est-ce que la structure sociale, sociétale de la Martinique vous convient aujourd'hui? C'est-à-dire la façon dont on vit, le peuple... Oh, il y a trop de... À mon sens, il y a beaucoup trop de manquements dans l'accès aux services publics, ce qui met beaucoup de Martiniquaises et Martiniquais en difficulté. L'accès aux droits, en général, on est parmi les territoires sur lesquels l'accès aux droits est le plus difficile. Or, moi, je trouve que le service public, c'est encore le bien commun le plus beau que nous puissions avoir, c'est celui de la solidarité. Et puis, dans les relations interpersonnelles, on doit être très inquiet de cette montée de la drogue, on doit être très inquiet de la montée de la violence, de l'augmentation du trafic d'armes et de drogue. C'est des politiques publiques de longue haleine, mais c'est des moyens. C'est aussi la compétence régalienne de l'État. Donc on doit demander à l'État d'arrêter de jouer du violon sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas avec un scanner qui contrôle un container sur 100 qu'on va arrêter le flux de drogue. Ce n'est pas en faisant des pseudo-contrôles dits de 100% que l'on va arrêter les mules. Parce que la vérité, c'est que à partir du moment où il y a... et d'ailleurs, j'invite les Martiniquaises et les Martiniquais qui tomberont sur cette vidéo à comprendre que le piège du narcotrafic est aussi... c'est un piège qui n'a pas de règles. Et parfois, on va proposer à des personnes des grosses sommes pour transporter de la drogue, mais en fait, elles ne seront que des appâts. On va les vendre en appât aux services douaniers ou de police pour pouvoir laisser un autre passer. Mais par contre, c'est bien vous, et ça, je les ai constatés, beaucoup de femmes à Ducos, c'est bien vous qui vous retrouvez en prison. Voilà. Donc, il faut aussi de la communication sur ça, de la prévention à l'endroit de nos jeunes. Cet argent a un prix, et il est très cher. Pour vos vies, pour votre sécurité, pour vos avenirs. Il est très cher. Voilà. Et je ne suis pas sûre que tout le monde soit finalement prêt à le payer. Ça paraît beau, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous souhaitez dire autre chose? Eh bien, que je vous dis à bientôt, parce qu'en fait, malheureusement, elle aura été trop courte pour que nous puissions aller sur plein d'autres sujets, mais je vous remercie de votre accueil, toujours aussi sympathique. Merci beaucoup. Et je remercie les téléspectatrices et téléspectateurs qui sont arrivés au bout de l'émission et qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. Et j'espère qu'on aura été intéressant. Vous avez bien dormi mercredi soir? Oui. Vous n'avez aucun regret, ça va, quoi? Vous n'avez pas peur? Non, ça va. pas du tout, pas du tout. Non. Et vous? Vous avez mal dormi? Évidemment. Ah bon? Vous avez peur? Un vieil indépendantiste comme vous? Oui, oui, j'ai peur. J'ai peur. D'accord. Oui, comment vous êtes? C'est ce qu'on appelle coda venenum. Vous riez, mais vous piquez en même temps. Vous voyez, c'est...
Merci beaucoup. Chers amis du canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, nous avons eu le plaisir et l'honneur de converser devant vous pendant 1h15 avec Madame Bellet. Madame Bellet est députée de la Martinique. Vos initiales, c'est bébé. C'est ça. Vous voyez? Béatrice Bellet, elle est première secrétaire. Il faut dire première secrétaire ou premier secrétaire? Première voilà. Secrétaire de la Fédération socialiste de la Martinique. Merci, Merci au revoir. à vous, à bientôt.